Aya Nakamura qui chanterait Piaf en ouverture des JO, c'est un beau symbole pour vous? Non, non, pas du tout. C'est pas un beau symbole. C'est une provocation supplémentaire d'Emmanuel Pourquoi? Macron. Nouveau décryptage, comme d'habitude pour chaque intervention, 4 thèmes d'analyse précis. Une partie chiffres, une partie explication, une partie erreur et une partie contre-argument. C'est parti. Votre allié italien Matteo Salvini a salué la victoire de Vladimir Poutine dimanche à l'élection présidentielle. Est-ce que, réélu, on le rappelle, avec 87% des voix, vous saluez sa victoire? Il n'a pas salué la victoire de Vladimir Il a Poutine. dit, les peuples ont parlé, il faut respecter cette victoire. Et Non, d'ailleurs, il non, s'est non, fait il a tancer dit- par le ministre italien des Affaires étrangères. Non, c'est normal. Il n'est pas ministre des Affaires étrangères. Bon. Première phrase de Léa Salamé, il y a déjà une erreur et une approximation. Tout d'abord, contrairement à ce qu'elle dit, Matteo Salvini n'a pas salué la victoire de Vladimir Poutine. Je suis allé vérifier sa déclaration. Il a dit, je cite mot pour mot sur Twitter, « Un peuple qui vote a toujours raison ». Maintenant, apportons une nuance, à savoir que cette déclaration n'a pas lieu d'être, puisque l'élection n'ayant été ni régulière ni libre, le peuple n'a pas été souverain. Ça, c'est pour ce qui est de la première erreur. Maintenant, parlons de son approximation. Elle affirme une chose sans donner une phrase concrète. Voici donc la déclaration du ministre des Affaires étrangères suite à la déclaration de Matteo Salvini. Je cite, « La politique étrangère, c'est le ministre des Affaires étrangères qui la fixe. » Donc, contrairement à ce qu'elle semble insinuer, le gouvernement italien n'est pas en feu. On vous montre quelques messages de félicitations qui ont été adressés à Vladimir Poutine. D'abord, celui du président chinois qui s'est adressé directement au président russe. Le peuple russe s'est uni pour surmonter les défis. Votre réélection prouve le plein soutien des Russes en vous. Sous votre direction, la Russie réalisera les plus grands progrès. Alors vous avez aussi le chef suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, qui s'est exprimé. Les électeurs ont montré leur soutien intangible. Je me tiens à vos côtés pour répondre aux enjeux de notre amitié et pour avancer vers la construction de nations fortes. On savait que les deux hommes étaient proches, donc c'est pas vraiment une surprise. Et il a pris acte, voilà, comme le Quai d'Orsay a pris acte de l'élection de Vladimir Poutine. Il faut faire avec, si vous voulez. Voilà, nous faisons d'ailleurs avec toute une série de pays qui, eux, n'ont pas du tout d'élection. Et on fait avec la réalité, le monde tel qu'il est, et pas le monde tel que l'on aimerait qu'il soit. Je rebondis d'ailleurs sur ça pour dire qu'on n'entend pas beaucoup Léa Salamé condamner les accords bilatéraux entre Emmanuel Macron et le Qatar. Selon un article du Figaro, 10 milliards d'euros, c'est le montant de l'engagement financier promis par les Qataris dans l'économie française il y a quelques semaines. Le Qatar est certes riche en ressources naturelles, mais pas en démocratie et en droits de l'homme. Déjà parce que le Qatar, c'est une monarchie autoritaire et héréditaire, où l'émir est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement, sans oublier que les partis politiques sont interdits, comme ça c'est clair, et le minimum à dire c'est que les libertés civiles sont aussi restreintes, surtout pour les femmes, les libertés de circulation sont aussi limitées, par exemple les femmes ne peuvent pas sortir du pays sans être accompagnées par leur mari ou leur frère. Tous les jours on nous rabâche que le Rassemblement national n'est pas dans l'arc républicain et qu'il faut respecter les valeurs de la République. Moi je dirais qu'il est crucial pour les macronistes de maintenir un équilibre entre le développement économique d'un pays, à savoir la France, et l'adhésion aux principes démocratiques. Il faudrait veiller à ce que ces investissements étrangers ne compromettent pas des valeurs aussi fondamentales. Je me réjouis aujourd'hui, au-delà du bonheur de vous accueillir, de voir converger les visions France et Qatar 2030, qu'il s'agisse d'un plan ambitieux d'investissement de 10 milliards d'euros que nous avons signé cet après-midi, d'un agenda de défense et de sécurité que nous sommes en train de renforcer, de notre combat commun contre le terrorisme et contre son financement, ou du développement de nos liens dans le domaine du patrimoine, de la francophonie, de l'enseignement. C'est le sens des accords que nous scellons. Marine Le Pen, revenons en France et à l'économie. Gabriel Attal dit vouloir aller encore plus loin sur l'assurance chômage en réduisant à la fois la durée et le montant d'indemnisation. Il dit j'ai pas de tabou, il dit faut aller plus loin. Il n'exclut pas de passer de 18 à 12 mois d'indemnisation pour les chômeurs. Les syndicats sont contre et vous? Oui, bien sûr, je suis contre. Bien entendu, je suis contre. Je trouve honteux que l'incompétence de ce gouvernement dans le domaine financier, où pourtant ils avaient une réputation, on leur avait fait une réputation de Mozart, ils étaient des gens extraordinaires, ils allaient nous sauver. Non mais jamais on a eu des chiffres aussi épouvantables, il faut quand même le dire. Je veux dire, la dette a augmenté de 58% en 7 ans. Ils ont créé 900 milliards d'euros. Non, attendez, on va en parler. Ils ont créé 900 milliards d'euros de dette, c'est-à-dire autant que la dette globale de notre
pays en 2000. Et après, ils donnent des leçons de Marine Le Pen, compétences. il y a eu 3 ans de pandémie, vous le savez. L'argument de la pandémie, il va falloir arrêter de l'utiliser parce que il est faux. Et étant donné que je suis plutôt bon joueur, j'ai décidé de récupérer les chiffres qui sortent tout droit du gouvernement. En janvier 2022, dans un entretien aux Échos, l'ancien ministre des Comptes publics Olivier Dussopt affirmait, je cite, « Si l'on fait le compte total sur les 3 années frappées par la crise sanitaire, la facture dépasse les 140 milliards d'euros. » Il précise 70 milliards en 2020, un peu plus de 60 milliards en 2021 et une petite dizaine de milliards pour 2022. Donc on est loin des 600 milliards. Sachant qu'on prend en compte tous les aspects de la crise. Les aides d'urgence pour les entreprises, le plan de relance budgétaire, le plan de solidarité, le financement du chômage partiel, les vaccins, les tests de dépistage, etc. Enfin, je veux dire, Non, dites-moi, nos voisins aussi. Et ils n'ont pas eu une augmentation de leur dette comme ça, nos voisins européens. Donc, stop un petit peu avec les excuses. C'est jamais de sa faute d'ailleurs, monsieur le maire, c'est toujours de la faute des autres. Maintenant, c'est de la faute du système de protection sociale. Vous me direz, j'ai de la chance, en général, c'est la faute du RN. Bon, on l'a échappé belle cette fois-ci. Mais je suis désolé, la faute du Covid, la faute de l'Ukraine, alors que l'on sait très bien que l'augmentation, par exemple, des prix de l'énergie a démarré bien avant la guerre en Ukraine et que le premier bouclier énergétique qu'ils ont mis en œuvre était avant la guerre en Ukraine. Donc, arrête, il c'était faut pas qu'ils bien de faire le arrêtent. bouclier énergétique pour aider les gens à payer la facture? Ah mais quoi? Ah mais c'est super. On paye donc. Bah, on c'est a pour ça que créé- ça non, grève non, non, aussi non, les non, finances non, 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 publiques. non. Je vais vous dire ce que j'en pense. Non, il fallait pas faire le bouclier énergétique. Il fallait sortir du système de tarification européen. Alors dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est le système de tarification et comment est-ce que ça fonctionne ? En France, comme dans de nombreux pays européens, le système de tarification de l'électricité est influencé par des régulations européennes visant à créer un marché intérieur de l'électricité. Ce cadre réglementaire, il encourage la libéralisation des marchés de l'énergie, permettant ainsi à plusieurs fournisseurs d'opérer et donc d'être en concurrence. En France, ça se traduit par la coexistence de tarifs réglementés de vente, TRV, fixés par l'État, et des offres de marché proposées par une variété de fournisseurs alternatifs. Les utilisateurs peuvent ainsi opter pour des offres indexées sur les prix du marché, qui peuvent varier en fonction de l'offre et de la demande, ou pour des offres à prix fixe qui garantissent un prix constant pendant une période donnée. En outre, il faut savoir que le marché de l'électricité en France, il est également influencé par des mécanismes européens tels que le système d'échange de quotas d'émissions de l'UE qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et peut avoir un impact sur le coût de production de l'électricité et donc indirectement sur les tarifs proposés aux consommateurs. Et parce que pour des raisons idéologiques et dogmatiques, ils ont refusé de sortir du système de tarification européen, alors ils ont fait 60 milliards de boucliers énergétiques aujourd'hui payés par les Français, puisque évidemment ça va entraîner l'effondrement du système de protection sociale, l'augmentation des impôts et j'en passe. Voilà. Donc je suis navré de vous dire que ce sont des champions du monde de la dette, champions du monde des déficits, champions du monde des défaillances d'entreprises. On vient d'ailleurs... 2 millions d'emplois créés, Marine Le Pen. Un taux de non. chômage à 7,5, c'était jamais vu depuis 20 ans. Vous connaissez les chiffres. Enfin, Oui, 2 millions je connais d'emplois très bien créés. les chiffres aussi, des alternants qu'on met dans les actifs, des apprentis qu'on met dans les actifs, des gens qu'on a rayés. Moi, ce que je vois, ce sont les chiffres de la NPE. Voilà. Les chiffres de la NPE, c'est 5 600 000 personnes qui sont inscrites à la NPE. Alors, qu'est-ce que c'est la NPE et quelle est la différence avec l'INSEE ? La NPE, ou Agence nationale pour l'emploi, était un organisme français dédié à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et à la facilitation de leur insertion sur le marché du travail, jusqu'à sa fusion en 2008 pour devenir Pôle emploi. Sa mission se concentrait sur la mise en relation, proposant un suivi personnalisé pour les demandeurs d'emploi et des services aux entreprises pour la gestion de leurs besoins de recrutement. En revanche, l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, est une institution spécialisée dans la collecte, l'analyse et la publication d'informations statistiques sur divers aspects de la société et de l'économie française, y compris sur le marché du travail. Mais contrairement aux apparences, la CEDIC et l'Agence nationale pour l'emploi ne sont plus deux entités séparées. C'est aujourd'hui la date de la fusion en un pôle emploi. Mettre dans un même endroit des conseillers NPE, des agents CEDIC et faire le boulot, le même boulot à un agent.
D'accord, donc le même agent devra faire et calculer les droits des demandeurs d'emploi et faire le conseil à l'emploi derrière et tout ce qui s'applique aussi en termes de gestion de la liste, ce qu'on appelle la gestion de la liste, c'est-à-dire toutes les radiations et tout ça qui va avec. Bonne journée. Les demandeurs d'emploi seront par conséquent inscrits, conseillés et radiés des listes de recherche d'emploi par la même personne. Les conseilleurs deviennent les payeurs et les syndicats craignent une confusion des genres, nuisible à leurs fonctions et au traitement des futurs chômeurs. 2 questions pour terminer. Le gouvernement a transmis lundi au Conseil d'État son projet de loi sur la fin de vie. Marine Le Pen qui ouvre la possibilité de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes. Est-ce qu'il y aura une consigne de vote sur ce projet de loi où chacun vote selon sa conscience au Rassemblement national? Non, mais dans les domaines, encore une fois, sociétaux, je l'ai toujours dit, je pense que ce sont des sujets qui touchent à la sensibilité de chacun, à l'histoire personnelle de chacun, et il n'y a pas de consigne de vote. Mais j'espère bien convaincre les députés du Rassemblement national que la voie qui est choisie par le gouvernement est une voie en même temps facile, parce qu'elle fait fi en fait des carences dans le domaine des soins palliatifs, où nous sommes très en retard en France. Alors concernant les soins palliatifs, pour vous donner quelques chiffres, selon le ministère chargé de la Santé, entre 150 000 et 200 000 personnes auraient besoin de soins palliatifs en France. Je tiens d'ailleurs à préciser que ces chiffres pourraient être revus à la hausse avec le vieillissement de la population. Si l'offre en soins palliatifs continue de progresser, plus 14% depuis 2015, on dénombre seulement 7500 lits dédiés aux soins palliatifs en hôpital. Et selon un article de Ouest France, 21 départements restent toujours dépourvus d'unités de soins palliatifs. Le tout avec un manque de personnel évident. Je rappelle que selon un rapport publié par le Sénat en 2020, 9 à 12% de la population française vit aujourd'hui dans un désert médical, ce qui représente 6 à 8 millions de Français. Les équipes veillent avant tout à soulager la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique. Comment accepter un cancer polymétastatique à seulement 47 ans? Difficile de rester seul. On a beau l'entourer de tout l'amour qu'on peut, en fait, on n'est pas du corps médical et on a nos limites. Et ici, on a trouvé une vraie bienveillance, un vrai accompagnement. En ce qui me concerne, je connaissais pas trop ce qu'étaient les soins palliatifs, et puis on en a quand même une vision qui est pas juste, qui est vraiment pas juste, parce qu'il y a plein de belles choses. C'est un lieu de vie en fait pour nous et pour lui, et c'est pas un lieu de mort en fait. Bravo. Ah, super. On rentre dans une unité, on dit une unité de vie, de fin de vie palliative quoi. Et se dit bon bah là c'est la fin, et en fait pas du tout, c'est moi depuis que je suis là, c'est presque je revis quoi. J'apprends enfin, je parle et puis je dis les choses que j'ai envie de dire vraiment. Donc ça m'a permis de m'ouvrir, et puis avec des gens sympas et qui redonnent goût à la vie quoi. Je sais pas comment dire, mais je pensais pas que je trouverais ça ici quoi. Il y a toute une partie sur les soins palliatifs. Et en même temps, oui, alors commençons par ça. Non mais commençons par les soins palliatifs, car en réalité, qu'est-ce qui pousse les gens à être pour l'euthanasie? C'est la douleur de leurs proches, c'est voir leurs proches souffrir, c'est insupportable et je le comprends. Mais la solution à ça, c'est de lutter contre la douleur, c'est pas de lutter contre la vie. Aya Nakamura qui chanterait Piaf en ouverture des JO, c'est un beau symbole pour vous? Non, pas du tout. C'est pas un beau symbole. Honnêtement, c'est une provocation supplémentaire d'Emmanuel Macron. Pourquoi qui doit tous les matins se lever en disant tiens, comment est-ce que je vais réussir à humilier le peuple français? Et pourquoi? Comment je vais réussir à les indigner ce matin? Voilà. Pourquoi ça et humilierait? aujourd'hui, il est prolixe. Il arrive à en trouver une par jour d'idées pour humilier et indigner les Français. Pourquoi Aya Nakamura, qui est la chanteuse la plus écoutée dans le monde, la chanteuse française la plus écoutée dans le monde, qui chanterait du Piaf, ça humilierait le peuple français? Mais parce que Aya Nakamura est honnêtement, bon, je vais même pas vous parler de l'entourage. Je vais vous parler de sa tenue, de sa vulgarité, du fait qu'elle chante pas français, elle chante d'ailleurs pas étranger non plus, elle chante on ne sait pas quoi. C'est du métissage. Alors le mélange d'ethnies, de culture n'induit pas forcément le fait d'être illettré. Si c'est ce que pense Léa Salamé, pourquoi est-ce qu'elle considère que le métissage est donc une bonne chose, si ça réduit la capacité intellectuelle de la population?
Première contradiction. Maintenant, j'aimerais rappeler une chose, c'est que une majorité de Français est d'accord avec Marine Le Pen. Selon un sondage Odoxa pour BFM TV, 63% des Français sont contre la prestation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est aussi simple que ça. Elle est défendue au micro de C'est à vous par Amélie Oudéa-Castéra. Ce type d'attaque, non, en aucune façon une place dans notre pays et à l'occasion des Jeux. C'est juste pas possible. Ça m'a vraiment écœurée. Qu'il puisse y avoir des critiques, des attentes, des préoccupations sur les Jeux Olympiques, Paralympiques, tout ça est normal, à nous d'y répondre. Et elle va même jusqu'à pousser la chansonnette. Elle est fan d'Aya Nakamura. Ndjaja, ndjaja. J'aime bien Ndjaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité, c'est ça que j'adore. Non, c'est pas du métissage, c'est du n'importe quoi. Enfin, pardon, regardez, lisez les paroles de ces chansons. C'est pas du métissage, non, c'est pas vrai. Voilà, alors que ça plaise à des gens très bien, que ça représente la France, non, je suis désolé, moi, ça me déplaît. Bon, voilà. Elle se fait siffler lors des meetings d'Éric Zemmour. Un groupe identitaire, les Natifs, a diffusé sur les réseaux sociaux la photo d'une banderole sur laquelle on pouvait lire « Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako ». Mais ça, c'est honteux. C'est du racisme, ça. Ça, c'est du racisme. Non, mais ça, c'est honteux. La question est pas encore une fois, de remettre en cause sa nationalité, etc. La question est quelle est l'image que l'on veut donner de notre pays. Bon, elle n'est pas quand même la seule artiste à vendre énormément dans le monde. Vous aimeriez entendre qui? Mais c'est pas le sujet, si vous voulez. Le sujet, c'est quelque chose qui doit rassembler, qui doit unir les Français. Alors, c'est difficile d'unir 100%, mais là, on voit bien que la volonté d'Emmanuel Macron, ça a été une fois de plus de diviser, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner, surtout n'oubliez pas, partagez pour faire changer les choses.